Salut à vous, salut, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas que vous faites de votre mieux pour l'être. Là, je suis très content de faire ce live. Vous allez pouvoir me dire du coup, dès que vous me voyez et dès que vous m'entendez, mettez-moi un message pour voir si vous me voyez ou si vous m'entendez. L'objectif de ce live il va être très simple, c'est de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période de crise sanitaire, mais aussi de début de crise économique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en ressortir grandi et qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer l'avenir. J'ai envie de partager avec vous des choses qui m'aident personnellement et que je partage à mes clients les plus proches. Mon objectif, c'est de vous servir. Ah, je vois que tout le monde est là. Je vois qu'il y a Léa, Sandra, Vincent qui est là. Super, on me voit et on m'entend. Génial. Bon, déjà, ce que j'aimerais savoir pour démarrer ce live, c'est j'aimerais en fait avoir un petit peu le ressenti. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez et qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment vous vivez ce qui est en train de se passer. La promesse que je vous fais, c'est que ce live va vous apporter de la valeur. Ce que j'ai envie qu'on crée, c'est vraiment un groupe de personnes qui s'entraident, qui se challengent, qui montrent l'exemple et qui, comme dit Gandhi, incarnent le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Et moi, là, le changement que j'ai envie de voir dans le monde, c'est que j'ai envie de voir les gens se souder et j'ai envie de voir toute ma communauté, les personnes qui m'écoutent se souder et qu'on voit pour ensemble tirer profit de cette situation. Et dans l'histoire, je vais commencer comme ça avec cette petit élément. Donc FedEx, UPS, Walt Disney, HP, General Motors, Microsoft, LinkedIn et Fortune Magazine sont des sociétés qui ont été construites et créées en période de crise. Donc ça nous montre que dans les difficultés, il y a vraiment une opportunité et c'est vraiment l'objectif. Mettez-moi du coup dans le chat comment vous le vivez. Alors Alexandra qui ne dit pas de différence pour moi. Karen, mon esprit est ok, positif. J'essaye de voir comment apporter de la valeur, c'est top. Nadège, déprimé par le comportement égoïste des gens. Je profite du temps pour me former et me perfectionner. Lydie, j'ai fait de grosses crises d'angoisse cette nuit, des douleurs physiques dans mon corps. Ok, je vais me noter pour ce live ou un suivant de voir pour la partie sommeil. Plutôt bien pour l'instant, mais des crises d'angoisse le soir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont authentiques et qui osent partager parce que c'est facile de faire bonne figure. Et on a besoin dans cette phase-là d'être vraiment authentique et se dire les choses. Donc, de l'angoisse. Marlène qui demande, je ne sais pas comment contribuer. Ok. Donc, Fauzi, envie de faire de cette situation une opportunité. Mettez-moi comme ça dans le chat ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous voyez la situation et ensuite je partage comment je vois les choses et surtout comment je suis persuadé que toi qui me regardes dans ce live, tu vas pouvoir vraiment ressortir grandi. Parce que toutes les difficultés de notre vie ont le potentiel de se transformer en opportunité si on arrive à voir en quoi il y a une opportunité et si on est flexible. Les dinosaures, c'est l'espèce qui était la plus forte, mais elle a disparu parce qu'elle a manqué de flexibilité. Là, ce qui compte aujourd'hui plus que tout, c'est d'être vraiment flexible, de s'adapter, de regarder comment le monde il évolue. Et qu'on va vous envoyer dans les heures qui viennent, on va créer un groupe privé qui va s'appeler sur Facebook, donc gratuit, qui va s'appeler On avance ensemble. Et l'objectif, ça va être vraiment de s'entraider et partager de l'inspiration et surtout partager les stratégies mentales. Je rappelle pour les personnes qui peut-être ne me connaissent pas, ma passion, mon obsession, c'est d'étudier, d'accompagner, de rencontrer des sportifs de haut niveau. Donc par exemple Fred Bousquet, 5 records du monde en natation, Serge Betsen, légende du rugby français, mais aussi des stars du football américain, des entrepreneurs. Ma passion, c'est comment font les personnes qui sont confrontées à des niveaux de challenge élevés pour gérer leur partie mentale. Et ça va me permettre de faire une introduction sur comment les astronautes sont préparés dans l'espace. Alors, je voudrais retrouver le nom exact du gars. Alors, il est passé où? Mince, j'ai mis quoi? Ah, super, voilà. Donc, là, je me suis intéressé sur la préparation mentale des premiers astronautes quand on les a envoyés dans l'espace. Donc, on n'en était pas à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'époque, les chances de mourir étaient bien plus élevées. En tout cas, l'incertitude face à l'idée de mourir était bien plus grande. Et on se retrouve finalement par rapport à ce qui est en train de se passer là maintenant. Parenthèse,
il y a une étude scientifique qui a été faite, et ça va expliquer pourquoi il y a autant d'angoisse en ce moment, qui montre que l'être humain a plus peur dans l'incertitude qu'il puisse se passer quelque chose de grave que face à cette même gravité. Prenons un exemple. L'être humain est moins à l'aise dans l'idée d'attendre les résultats de son bac que de faire face à la mauvaise nouvelle de ne pas avoir le bac. L'être humain est plus stressé à l'idée par exemple, de pouvoir tomber malade que une fois qu'il a la nouvelle. Alors une fois qu'il y a la nouvelle, il y a d'autres trucs qui peuvent se jouer. Mais le niveau d'anxiété et de stress, paradoxalement chez l'être humain, est souvent plus élevé à l'idée que ça puisse être catastrophique que face à la catastrophe elle-même. Et donc la bonne nouvelle de ça, c'est que ça nous permet de prendre de la distance sur nos émotions. Nos émotions vont avoir tendance à amplifier notre réalité dans un sens ou dans l'autre. Elles vont avoir tendance soit à exagérer la catastrophe et nous faire nous sentir dans la panique plus que ce qui serait approprié. Et dans l'autre sens, nous faire être excités et nous faire se dire « Waouh, c'est que génial, il y a une opportunité », là où potentiellement l'opportunité n'est pas autant que ce qu'elle est. Et c'est l'exemple typique quand on a un coup de foudre, c'est que tu dis « Oh, j'ai rencontré un homme, il était que gentil, il était que beau, il était que de bonne humeur » ou une femme, elle sentait toujours bon. Et en fait, du coup, tu te mets à avoir plein d'émotions très agréables, mais ça, c'est parce que tu es aveugle. Et donc, c'est hyper intéressant de se rendre compte que l'être humain, il a vraiment tendance, c'est prouvé scientifiquement, à distordre la réalité qui est face à lui. Et donc, toute la question là entre nous, c'est la question qu'on doit se poser, c'est comment je vais le plus possible vers l'objectivité. Un bon moyen d'aller vers l'objectivité, c'est de limiter vos sources d'informations sur la situation actuelle. Et quand je dis limiter, c'est pas dans le sens d'en écouter qu'une, mais de choisir vraiment 4-5 sources d'informations dont vous avez confiance et idéalement des gens qui ont des avis pas forcément d'accord. Parce qu'il y a un biais de notre cerveau qui s'appelle le biais de validation qui consiste à vouloir se nourrir de choses qui confortent les idées qu'on a déjà. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance finalement à ne peu évoluer parce qu'on va lire des livres qui corroborent les idées qu'on a. On va s'entourer d'amis qui ont les mêmes idées qu'on a et du coup, on n'évolue pas. Et comme dit Ray Dalio, qui est un des plus grands investisseurs de la planète, donc c'est approprié particulièrement en ce moment, entoure-toi de gens brillants pas d'accord avec toi. Donc déjà, la première chose pour aller vers l'objectivité en ce moment, c'est sélectionne 4-5 personnes qui ont un désir d'objectivité. Les médias n'ont pas de désir d'objectivité parce que leur gagne-pain, c'est d'avoir de l'audience. Et c'est prouvé neurologiquement, on est beaucoup plus attiré par l'évitement d'un problème, et c'est basé sur un héritage ancestral, éviter qu'on puisse attirer un ours qui nous arrive dessus, donc on est beaucoup plus stimulé par l'évitement du problème que par la recherche de l'opportunité, par la recherche du plaisir. Donc les médias typiquement n'ont pas d'intérêt à aller vers l'objectivité en ce moment parce que c'est dans leur intérêt qu'on ait peur, parce que ça nous fait regarder. Les politiques, eux, ont d'autres intérêts qui est l'intérêt de l'économie de la nation, plus potentiellement des intérêts personnels. Mais même si on oublie les intérêts personnels, ils ont un intérêt collectif. Ce qui est super intéressant en soi, mais le problème de l'intérêt collectif, c'est que ça ne va pas forcément toujours t'aider toi à l'échelle individuelle. Donc, ils vont avoir des fois l'intérêt à minimiser un problème qui est plus gros et des fois en exagérer un qui est plus petit. L'idée, c'est de te dire, tiens, je veux trouver des gens qui finalement ont très peu d'intérêt, on a tous des intérêts, mais moins d'intérêt que les autres, de me partager le niveau d'information qu'ils ont. Et d'aller chercher des gens qui ont une expertise donnée. Typiquement, ne m'écoute pas moi en premier sur tout l'aspect sanitaire. Je ne suis pas une source d'information la plus poussée. En revanche, ça fait 15 ans que j'étudie de manière obsessionnelle le cerveau, les émotions et les études scientifiques sur comment les êtres humains font en période de crise pour grandir. Donc, choisis bien des gens qui ont un niveau d'objectivité plus grand et va écouter des gens pas d'accord. Comme ça, tu vas pouvoir construire ton propre point de vue à toi. C'est la première chose. La deuxième, c'est que je vais revenir sur les astronautes. Donc, la philosophie qu'ils ont eue pour les astronautes face à toute cette incertitude, c'est de se dire, au lieu de leur répéter « tout va aller », on va les surentraîner au pire scénario. Et pour ça, on va le faire de manière graduelle. Et donc, c'est ce qu'ils appelaient une série graduelle d'exposition.
Donc je vais lire mes notes. Les astronautes ont été initiés, enfin c'est mes... alors je vais pas les lire parce que là j'ai un peu écrit rapidement. Donc en gros, on les a confrontés à des niveaux de plus en plus grands de stress, dans l'objectif qu'ils soient de plus en plus en capacité d'être à l'aise et serein face à ce stress. Donc, la bonne nouvelle dans la situation actuelle, et je tiens à mettre une parenthèse, quand je dis la bonne nouvelle, encore une fois, la situation elle n'est pas facile pour tout le monde, et spécialement pour certaines personnes. Donc, quand je dis bonne nouvelle, je prends en compte qu'il y a des personnes en ce moment qui sont malades, et je prends en compte qu'il y a des personnes qui ont des proches qui sont malades. Et ça, c'est grave et c'est dur. Et je ne suis pas du tout en train de le banaliser. Je m'adresse surtout à la grande majorité de personnes qui, pour l'instant, ne sont pas concernées par des proches, mais qui sont concernées par, 1, la peur et la panique, et 2, surtout par, d'un côté la partie sanitaire, mais d'un côté la partie économique. Et moi, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'une crise économique est en train d'arriver. En 2008, enfin de 2008 à 2010, il y a eu plus d'1 million de chômeurs supplémentaires en un an. 1 million de chômeurs juste en France en un an. Ça, c'est en 2008. Donc, il va avoir une crise économique. Il va avoir des banques qui vont être en difficulté. Il y a peu de chances qu'on perde notre argent parce que les États vont faire ce qu'ils peuvent. Mais si les États sont en énorme difficulté, ils sont en droit de prendre une partie de notre argent sur les comptes en France. Il va avoir des entreprises qui font faillite, ça a déjà commencé. Il va avoir des pertes d'emplois. Ne pas vouloir regarder ça en face, c'est être dans le délire. Et je sais que certains d'entre nous, on a envie de garder de l'espoir et de la confiance. Et du coup, la tendance, ça serait de vouloir fermer les médias et ne plus rien écouter. Et c'est encore plus dangereux. Et quand je te dis ça, c'est pas dans le sens de stresser. C'est dans le sens que j'ai envie de te préparer exactement comme on a préparé les astronautes pour aller dans l'espace. Il ne s'agit pas de dire à l'astronaute « Ah, mais tout va bien, juste profite de la période et tu verras, tout va bien se passer. » Non, tu peux être calme, profiter, comme certains le font, pour faire de la respiration, du sport, ça c'est génial, de la lecture, de la formation. Mais il s'agit de se rendre compte qu'on est face peut-être à une des crises sanitaires, mais surtout économiques, sans précédent. Donc, il va avoir des impacts. Et même si tu te dis « Ah, mais moi, mon entreprise, elle va être peu impactée. » Et en fait, elle peut être peu impactée directement, mais peut-être que les fournisseurs de ton entreprise vont être impactés. Peut-être que les clients de ton entreprise vont être impactés. Peut-être que des personnes dans ton entreprise vont être impactées. Donc, je veux vraiment que tu prennes en compte, il va se passer quelque chose. Maintenant, qu'il se passe quelque chose, c'est pas forcément que dramatique. C'est dramatique parce qu'il va avoir des morts et ça m'attriste personnellement. Et il va avoir des gens qui vont se sentir mal. Et en Grèce, par exemple, le taux de suicide a augmenté. Et ça, moi, j'ai envie de contribuer à cette partie-là parce que c'est là où moi, j'ai de l'expertise. Et donc, la bonne nouvelle de ce qui se passe là avec le coronavirus, c'est que quelque part, même si ça arrive rapidement, ça reste progressif. Et donc, du coup, l'opportunité déjà au niveau mental, c'est de faire exactement comme les astronautes. De se dire que ce niveau de stress qui augmente, plutôt que de vouloir s'en couper, c'est une vraie opportunité d'apprendre à gérer nos émotions. Le jeu là, il est sur un jeu qui s'appelle le chronomètre des émotions. La clé du chronomètre des émotions, qui est appliquée beaucoup dans le sport de haut niveau, parce que des fois tu pètes un câble parce que tu n'as pas été performant comme tu veux. La clé c'est quoi? Étape numéro 1, j'ai le droit de vivre mes émotions. Je panique, c'est normal. J'ai peur pour ma grand-mère, c'était mon cas, c'est normal. Moi j'ai peur parce que je connais plein de personnes et j'ai peur pour vos proches. C'est normal. Première étape, c'est normal. Deuxième étape, je le ressens, je le vis. Je me laisse vivre mon stress, mon angoisse ou ma joie ou ma confiance. Je me laisse la vivre. Troisième étape, je m'observe et je la regarde en fait. Et c'est vraiment l'étape la plus importante. Je m'observe et je la regarde. Et j'insiste, dans cette étape-là, la clé, c'est de surtout pas essayer d'être positif ou optimiste. C'est je regarde ce qui se passe. Plein de personnes, vous m'avez contacté en disant que vous êtes inquiet par rapport au futur, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps on va rester seul. Et on n'est pas tous dans la même situation. Certains d'entre nous, on peut aller dehors. Certains, vous êtes coincés en pleine ville. On ne vit pas la même chose. Et donc, il s'agit d'être dans l'amour avec soi-même et de se dire, ok, je suis stressé, j'ai mon angoisse, ou alors je n'ai pas d'angoisse. Juste, je vis mon émotion et je m'observe avoir cette émotion. Je me regarde
Et c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui que le fait de se regarder avec zéro attente d'être plus calme, le fait de se regarder et de mettre un mot sur ce que tu ressens. Par exemple, ah là je ressens de la colère, ah là je ressens de la tristesse, ah là je ressens de l'angoisse. C'est prouvé scientifiquement que le simple fait de mettre un mot sur ce que tu ressens réduit l'impact de ton émotion. Donc je ressens mon angoisse avant de dormir, je m'observe, je me regarde. J'ai peur pour ma famille, je m'observe, je me regarde. J'ai peur pour mon travail, je m'observe, je me regarde. Et c'est pas un truc perché, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Et chez les astronautes, ils ont tellement poussé l'entraînement à des niveaux d'exposition de stress de plus en plus grands. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau, ton cerveau, mon cerveau, il a une capacité à embrasser l'inconfort et le chaos qui est incroyable. Et paradoxalement, regarde, imagine que là, ton épaule, je la tape dessus. Qu'est-ce qui va se passer au début, à ton avis? Si je tape fortement sur ton épaule, qu'est-ce qui va se passer? Mets-moi en commentaire selon toi. Je tape fortement, très fort sur ton épaule. Comment tu vas le vivre? Très fort. Comment tu vas le vivre? Mettez-moi dans les commentaires. Et bien au début, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir mal. Et tu l'as déjà bien remarqué sur ton corps. Ton corps va développer, au bout d'un moment, des ressources pour que ça te fasse moins mal. Et donc, ce qui peut aider à être plus calme, là, à l'intérieur, c'est que on est stressé par rapport au futur parce que ce qu'on oublie, et c'est hyper important, on oublie qu'entre maintenant et le futur, on ne sera pas la même personne. Et vu que les événements, ils arrivent de manière progressive, on ne soupçonne pas et on a tendance à oublier le potentiel qui sommeille en nous. Là, en ce moment, je suis beaucoup sur l'histoire et spécialement la période des guerres. Et alors, pas depuis le coronavirus, depuis plusieurs mois. Et tu sais, quand tu regardes les témoignages touchants, émouvants des résistants de guerre, ils ne savaient pas eux-mêmes, qu'ils allaient devenir des résistants de guerre. Ils n'auraient pas pu prédire « je deviendrai un résistant de guerre ». Et en fait, c'est dans le moment que tu découvres des parties de toi que tu ne soupçonnais pas encore. Tu découvres un potentiel que tu ne soupçonnes pas encore. Et c'est pour ça que j'aime me répéter encore plus maintenant. Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible. Et alors pourquoi ne pas agir comme si tout est possible? Et donc, tu ne sais pas le potentiel qui sommeille en toi. Et effectivement, peut-être tu vas perdre ton travail, peut-être qu'il va avoir une situation sanitaire de plus en plus difficile, mais tu ne sais pas ce qui sommeille en toi. Et ce qui s'applique à l'échelle de l'individu, à ton avis, est-ce que ça s'applique qu'à l'échelle de l'individu? Ça s'applique aussi à l'échelle de l'humanité. L'humanité est capable de ressources incroyables et spécialement en période de crise. Le président, il a employé plusieurs fois le mot « on est en guerre ». Et la beauté, et je sais que ça va choquer comme phrase, mais je le prononce volontairement et de manière centrée. La beauté de la guerre, et on le voit, et j'ai été ému, j'ai vu donc un documentaire sur le 14 juillet, au moment où on libère Paris, et tu vois les Français, le niveau de connexion qu'il y a entre les Français à Paris, les Parisiens, ils avaient gardé du vin qu'ils avaient caché aux nazis parce qu'ils savaient qu'un jour la situation allait rentrer dans l'ordre. Et tu vois, et ça me fout des frissons là de vous en parler, tu vois tout Paris qui sort les bouteilles de vin qu'ils avaient cachées des nazis pour célébrer ensemble. Et ça, c'est important. Ce moment où le Parisien, il garde sa bouteille chez lui, c'est que quelque part, il sait qu'il y a de l'espoir. Et aussi, dans ces périodes-là, dans ces périodes de guerre, c'est une magnifique opportunité de paix. C'est une magnifique opportunité de se souder, de se connecter, de créer des trucs ensemble. Et dans la guerre, aussi atroce qu'elle a été, il y a eu des trucs incroyables. Je veux dire, des gens qui ont aidé des juifs à survivre, des gens qui ont aidé des enfants, des gens qui se sont rassemblés. Enfin, et que ça soit aussi ce qu'a fait par exemple Général de Gaulle, qui d'ailleurs, hyper intéressant, quand il décide d'aller en Angleterre, est condamné, est critiqué comme un traître. Donc c'est une magnifique opportunité en ce moment de nous connecter, de nous rassembler, de nous entraider. Et du coup, je propose là tous ensemble, peut-être qu'on peut fermer les yeux, qu'on crée cette image du moment où on va célébrer ensemble avec cette coupe de champagne, avec ce vin symbolique qui était symbolique de la France et de la libération. Et à un moment donné qu'on célèbre
pas seulement que c'est la fin de la crise, mais qu'on puisse célébrer qui on a été dans cette crise et ce qu'on a fait dans cette crise. Ce qu'on a fait pour nous-mêmes, parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Si je prends mon cas, il peut se passer plein de choses économiquement. Mais finalement, est-ce que mon entreprise va décoller, survivre, faire faillite? C'est même pas la vraie question. La vraie question, parce que ça me dépasse. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir me dire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et même 10 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir me dire et de dire à mes petits-enfants de cette période-là? Est-ce que j'ai envie de pouvoir dire, comme certains résistants, de manière humble encore une fois, ça a été dur, mais j'ai fait de mon mieux pour en faire quelque chose. Et il y a des scènes incroyables dans la guerre, la scène qui est très connue du jour du 25 décembre, où tu as les Français et les Allemands qui ont fait un match de foot en pleine guerre. C'est incroyable. Et ça part de l'initiative individuelle de personnes. Là, une autre histoire incroyable que j'ai vue récemment d'un pilote de guerre, d'avion, un pilote d'avion allemand qui a décidé de ne pas abattre un avion anglais, un avion américain, non, canadien, je sais plus. Canadien ou américain, il y en a qui savent peut-être d'ailleurs, mettez-les-moi dans le chat, qui a décidé de ne pas l'abattre et même d'accompagner cet avion, je crois, jusqu'à l'Angleterre, au risque de mettre sa vie en danger. Et l'histoire, elle est incroyable parce que ils se sont retrouvés 20 ans plus tard et ils ont fait des conférences ensemble où tu les vois les larmes aux yeux. Et ça ne nous appartient pas à l'échelle individuelle, ce que vont faire nos gouvernements, même si certains d'entre vous, vous avez du pouvoir là-dessus potentiellement. Ça ne nous appartient pas à l'évolution et comment le virus va muter. Mais ce qui nous appartient, c'est notre pouvoir individuel. Et ce gars-là, ce pilote-là, ce qui s'est offert comme chance, c'est la chance de pouvoir se dire et de dire à ses enfants, et il leur a dit, et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que il en a le survivant, il avait l'obligation de ne pas pouvoir en parler, donc pendant des années, c'est la raison pour laquelle ça s'est pas su, l'armée lui interdisait d'en parler. Et il en a parlé beaucoup plus d'années après, où là, il pouvait se permettre d'en parler. Et c'est ça le jeu en ce moment. C'est qui, à l'échelle individuelle, on a envie d'être pour nos familles, nos proches, pour nos business, pour les gens autour de nous. Et même si, merci Sylvie Cantet, qui est toujours là, super, américain B17, même si on n'a pas toutes les cartes en main, on a au moins, et c'est ça le plus intéressant, la possibilité de se dire qu'est-ce que je fais des cartes qui me sont données aujourd'hui? Effectivement, là, l'humanité, les cartes ont été redistribuées et on a l'impression de ne pas avoir le choix des cartes qui nous sont données. Mais par contre, on a le choix de qu'est-ce qu'on fait. Un homme qui m'inspire énormément, et plein d'entre vous, vous le connaissez, c'est Dr Viktor Frankl. Et cet homme, il a été un des premiers, donc il a été enfermé dans les camps de concentration avec des tests de stérilisation, scalpel sur les testicules, sans anesthésie, a montré que même alors qu'il semble n'avoir aucun pouvoir, parce que les nazis sont en train de le torturer, il lui reste un truc dont il est le seul à détenir le pouvoir, c'est son esprit. Et dans son esprit, ce qu'il a amené comme idée et qui est incroyable, c'est que c'est le sens qu'il donne aux événements qui lui appartient totalement. Et il visualisait ce qu'il allait pouvoir faire de cette atrocité. Et en visualisant ça, ça lui a permis psychologiquement de survivre. Et quand je vous dis ça, que j'espère bien être d'accord, j'ai aucune prétention de pouvoir faire ce qu'a fait Viktor Frankl. Néanmoins, comme disait Newton, je crois, appuyons-nous sur les épaules de géants. Et j'ai envie que, et c'est pour ça cette phrase, on avance ensemble, j'ai envie qu'on s'appuie sur les épaules de géants. Et pour moi, des gens comme Nelson Mandela, comme Dr Viktor Frankl, ce sont des géants. Et on a la possibilité, eux, ils ont dessiné un trait de ce que l'humain est possible et de ce que l'humain ensemble peut faire. Et nous, on a la possibilité de continuer ce trait, de continuer l'histoire pour que dans 10 ans, dans 30 ans, dans 200 ans, les gens étudient l'histoire et étudient cette phase et cette fameuse crise économique et crise sanitaire et se disent « Regardez ce que l'humanité a fait.
Laurent qui me dit, connais-tu Mike Horn, est-il un exemple pour toi? C'est clairement un exemple sur sa capacité à gérer son mental. Il est incroyable, cet homme-là. Il est vraiment incroyable. Et donc, ça va m'amener maintenant sur d'autres outils hyper intéressants. Mais déjà, ce que je veux insister, c'est que l'avantage des moments qui sont difficiles, les moments qui sont difficiles créent des hommes grand H forts. Et quelque part, et ça va me permettre sur amener, donc je vous ai parlé du chronomètre, et j'ai peut-être pas été dans le détail. Le chronomètre, c'est l'idée de, je vais me donner le défi de réduire le temps que je mets à récupérer mon centrage. Je vais réduire le temps que je mets à récupérer mon calme. Je vais réduire le temps que je mets à revenir sur la question la plus essentielle en tant qu'être humain, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui a mon pouvoir, qu'est-ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je veux? 1. 2. Qu'est-ce qui a mon pouvoir? 3. Qu'est-ce que je fais maintenant? 1. Qu'est-ce que je veux? 2. Qu'est-ce qui a mon pouvoir? 3. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et cette question-là, ces 3 questions, on va se les poser tous ensemble dans le groupe, on avance ensemble. On va se les poser tous les jours. On va créer des binômes. J'ai plein d'idées et je suis ouvert à toutes nos idées pour qu'on crée ce groupe, on avance ensemble. J'ai pas juste envie de faire des lives. J'ai envie qu'on crée un groupe et je vais proposer aussi aux gens de mon école de coaching de vous aider, de vous servir. Et moi, mon don, c'est de créer des groupes, de créer des communautés. Et je veux qu'on se rassemble et qu'on fasse des choses. Juste avant d'être avec vous, j'étais avec mon équipe pour qu'on se soude ensemble. Juste avant encore, j'étais avec un gars qui a créé une association, Humanium, et j'étais en train de voir sur comment je peux contribuer, parce que c'est une association qui aide les enfants d'Afrique qui sont revendus, des enfants qui sont vendus, donc marché d'enfants, et ou qui sont maltraités, ou alors qui sont programmés mentalement à n'avoir peu de pouvoir. Et donc, je discutais avec lui de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, premier outil, chronomètre des émotions. Je me challenge moi-même et je me donne le défi de réduire le temps que je mets à revenir dans le jeu interne. Ok? Deuxième chose, c'est le jeu des perspectives et du contraste. L'être humain, et il y a un chercheur qui a publié des travaux là-dessus, qui montre qu'en fait, l'être humain, peu importe ce qui lui arrive, il trouve toujours des problèmes. Et donc, ils ont fait des expériences comme ça, où ils prennent 3 groupes de personnes, un qui est exposé à un niveau de problème énorme, 2 à un niveau de problème moyen et 3 à un niveau de problème léger. Et en fait, ils se rendent compte qu'au final, avec le temps, les 3 souffrent plus ou moins de la même manière. Parce que ce qui fait qu'un être humain, il souffre, c'est pas tant seulement ce qu'il vit, mais c'est le contraste qu'il a, le contraste qui est visible à ses yeux. Je m'explique. Là, aujourd'hui, et moi-même, on peut avoir une situation de psychose. Parce que on compare, et c'est hyper important, et vous pouvez noter cette phrase. Le secret de la souffrance, c'est d'avoir des attentes irréalistes par rapport à la vie. Et un des bons moyens d'avoir des attentes irréalistes par rapport à la vie, c'est quoi? C'est de comparer le présent par rapport au passé. Et de comparer pas n'importe quel passé, de comparer par rapport au passé le plus fantasmé, le plus idyllique. Donc par exemple, tu vas comparer, on va comparer la situation actuelle sanitaire et économique avec la meilleure situation sanitaire et économique des peut-être 5 dernières années. Et forcément, c'est un bon moyen de stresser. Ou c'est un bon moyen de se sentir mal. Mais mettons les choses en perspective. Si là, imaginons, et je vais imaginer un scénario, ensemble on va le faire ensemble. Faites l'exercice avec moi. Et mettez-moi dans le chat ce que ça vous fait. Imaginez que là, on nous annonce que le virus d'un coup touche pas seulement les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou en mauvaise santé, mais que d'un coup, on apprend que le taux de transmission du virus est passé à 40. Ça veut dire que un être humain, chaque être humain contamine 40 autres êtres humains et qu'on a une courbe qui est beaucoup plus exponentielle et que là, on nous annonce qu'en réalité, il y a déjà, on est passé à 1 million de personnes en France contaminées et que le taux de mortalité est à 80%. Imaginez qu'on nous annonce ça. On nous annonce en plus que
l'économie a craché et que les hôpitaux sont plus en mesure de travailler et que la recherche n'a plus de moyens d'avancer. Imaginons que là, on vive 2 semaines avec ça comme annonce et que, lié à la situation économique, et malheureusement c'est ce qui s'est passé après la Grande Dépression de 1930, c'est que c'est ce qui a déclenché une guerre et qu'en plus on nous annonce qu'on est en guerre physique. Et on passe 2 semaines avec ça. Et que d'un coup, il y a Macron qui nous rappelle et il nous dit, et c'est pas un mensonge, c'est une vérité, il nous dit en fait, on s'est trompé, le taux de mortalité, il est celui, comme si c'est comme c'est maintenant là, les recherches en sont là où on en est là maintenant, et qu'en fait on se réalise que ce qu'on a imaginé qu'était la réalité, en fait, c'est bon, c'est comme c'est là maintenant. Qu'est-ce qui se passerait au niveau individuel et au niveau collectif? Ça deviendrait d'un coup l'optimisme général. Paradoxalement, quand tu regardes la situation de 1948, l'optimisme est remonté, mais paradoxalement, la situation économique de 1948 est beaucoup moins bonne que celle aujourd'hui. Donc un des outils pour arriver à retrouver du bien-être, c'est de mettre les choses en perspective. Mettre les choses en perspective, j'insiste pour les gens qui disent « Mais David, t'es en train de dire qu'il se passe rien ». Non, je suis pas en train de dire qu'il se passe rien, bien au contraire. La mise en perspective ne consiste pas dans une pensée positive qui consiste à ne pas regarder les choses en face. Non, il s'agit de regarder les choses en face. Il y a effectivement des morts, il va en avoir, et c'est dramatique. C'est dramatique. La mise en perspective, elle permet de prendre du recul. Mais pas prendre du recul pour ne plus regarder la réalité en face, exactement comme le ferait un enfant qui a peur du noir. Et du coup, il a tellement peur du noir que du coup, il ne regarde pas dans le placard. Non, la mise en perspective, ça consiste dans le fait d'aider l'enfant à se rendre compte que dans le pire des cas, ça va aller pour que justement, il trouve le courage d'aller voir le placard et de se rendre compte soit qu'il n'y a rien, soit de faire quelque chose. La mise en perspective n'a pas pour objectif d'amener la passivité. La mise en perspective a pour objectif d'amener le mouvement, d'amener l'action, d'amener la création. Et donc, ça c'est le deuxième outil dont j'avais envie de te parler. La troisième chose que j'ai déjà dit, mais j'ai envie d'ancrer là, c'est de créer une image mentale à plus long terme. Parce que quand on est en phase de crise, et je le vois bien dans tous mes coachings individuels ou dans mes séminaires, quand on est en phase de crise, comme disent les Américains, notre time horizon, c'est-à-dire là où on regarde, se limite, se réduit. C'est un phénomène naturel. Forcément, si tu as un ours qui te court après, tu planifies pas à 2 ans. C'est normal. C'est logique. Tu vas pas dire « Oh, mais c'est quoi mes plans pour il y a 2 ans si t'as un ours qui te court après ?» Mais ça, c'est le réflexe de ton cerveau reptilien qui veut assurer ta survie physique. Le problème de ça, c'est que tu n'es pas qu'un reptile. Tu n'es pas qu'un cerveau reptilien. Et donc, du coup, tu passes à côté du pouvoir de l'être humain. Et l'être humain, sa faculté, c'est la vision. Et donc, au moment où tu es en train de rentrer dans le stress, tu as tendance à refonctionner qu'à court terme. Et c'est important d'être à court terme, mais c'est important d'équilibrer le court terme par de la vision. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans les 4-5 ans qui viennent? Et paradoxalement, plus le challenge il est important, plus regarder loin donne de l'énergie. Parce que tu te dis que même si ça durera 2 ans ou 4 ans, il va avoir une fin. Et c'est pas une théorie que je m'invente, hein. Par exemple, là, j'aide parfois des personnes qui ont vécu des traumas. Accident, je sais pas, la personne qui par exemple a fait un accident de ski et qui du coup, rien que de penser au ski, commence à paniquer. Paradoxalement, une des stratégies de coaching qui permettent à la personne de retrouver du bien-être, c'est qu'en fait, ce qui crée le sentiment de panique, c'est de ne pas voir la fin de l'histoire. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails d'un outil de coaching maintenant, c'est pas l'idée, mais juste en quoi c'est intéressant. On va aider la personne à refaire le film du trauma et on va le faire jusqu'à ce qu'elle soit capable de voir qu'au fait, il y a toujours un moment où ça finit par aller mieux. Et le fait qu'elle soit branchée par le fait qu'il y a toujours un moment où ça va mieux, ça aide l'ancrage qui a été fait au niveau de la mémoire et qui est là pour la protéger parce qu'elle a ancré ski égale danger. Et donc son cerveau, c'est normal qu'il n'ait pas envie de refaire du ski, sauf qu'il a tiré des conclusions un peu rapides. Ça va lui permettre de désancrer l'association ski égale danger et aller vers une association par exemple
qui est plus fine du type, eh ben, je vais skier, mais en respectant les règles ou en faisant plus attention ou plus calmement. Et pas juste le ski, c'est dangereux par exemple. Donc, voir plus loin et du coup, voir plus grand, c'est important. Voir plus grand, c'est aussi de commencer à te demander comment j'ai envie, peu importe, et il y en a qui m'ont dit, je ne sais pas comment faire pour l'instant, mais le comment il va arriver après, comment j'ai envie de contribuer à ce monde dans les 5 prochaines années. Et là, le risque, c'est que pour essayer de se faire du bien, on bascule dans « je veux survivre ». Mais c'est pas excitant, personne ne se lève le matin en se disant « je veux survivre ». Et là, il s'agit de basculer, et c'est ça qui donne de l'énergie. J'ai pas envie de survivre, j'ai envie de ressortir gagnant. Et donc, je vais te proposer qu'on prenne du temps là pour se demander, tu vas me le mettre dans le chat. Si tout était possible dans les 5 ans qui viennent et que ensemble, on était capable, et moi, mon rôle, là, dans les jours qui viennent, je vais arriver avec plein de choses pour t'apporter les stratégies mentales. J'ai la chance autour de moi d'avoir aujourd'hui des gens qui sont extrêmement pointus financièrement. Et donc, je vais te partager comment tu peux tirer profit de la situation économique. J'ai accompagné des milliers de personnes à avoir le job de leur rêve. Donc, je vais partager des choses sur comment avoir des jobs, et spécialement en situation économique, et aussi sur toute la partie mentale. Donc, imaginons, on met le comment de côté. Je te donne les outils et les stratégies pour faire exploser ta vie à tous les niveaux. Couple, santé, financièrement, spirituellement. On le fait ensemble. Dans 5 ans, et on ne sait pas comment tu as fait, mais dans 5 ans, allez, je t'interviewe en live pour que tu racontes comment tu as fait. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir raconter? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire? Et l'idée, j'insiste pour ceux qui diraient « mais c'est pas le moment d'aller voir le futur ». L'objectif d'aller voir le futur, c'est pas de se déconnecter du présent. Parce que paradoxalement, tu peux noter ça, le but d'un rêve, c'est même pas d'être réalisé. Le but d'un rêve, c'est te donner de l'énergie dans le présent et t'aider à orienter tes actions dans le présent. Le but de l'image mentale de... je viens de perdre son nom du coup, notre cher docteur Viktor Frankl, d'avoir une image mentale de lui avec sa famille en sortie des camps, c'est pas tant de sortir des camps, c'est l'énergie que ça lui donne dans le présent. Donc, mets-moi dans le chat, quelle vie tu as envie d'avoir dans 5 ans si tout est possible? Et si ensemble, on transforme cette situation en opportunité, en partant bien sûr, on va exclure les choses qui ne nous appartiennent pas au niveau sanitaire. Où est-ce que tu as envie d'être et comment tu as envie de te sentir et qu'est-ce que tu as envie de pouvoir raconter? Et d'ailleurs, au passage, si ce live, il t'apporte et si ça t'inspire, mets-moi un maximum de j'aime et de j'adore. Tu sais comment le Facebook fonctionne. S'il voit pas assez de j'aime et pas assez de j'adore, il va baisser le niveau de viralité de la vidéo au profit de vidéos qui génèrent plein de peur et qui génèrent plein d'émotions et qui apportent pas de contenu. Donc, si ça te touche, que je suis en train de te partager et tout ce que je t'ai donné là, mets un maximum de j'aime et de j'adore et surtout, partage-la. Parce que si je prends ce temps-là, c'est parce que vraiment, j'ai envie qu'on crée un mouvement ensemble de gens qui se dépassent. Et j'ai envie que dans 5 ans, on puisse se dire, franchement, cette période-là, elle a été difficile, elle a été challengeante, mais ça a été une vraie opportunité de ressortir gagnant et ressortir grandi. Et de ressortir avec des plus belles relations, de ressentir avec un cœur encore plus ouvert, de ressortir comme les résistants de guerre avec la satisfaction d'avoir contribué à d'autres êtres humains. Donc, allez-y, mettez-moi dans le chat, dans 5 ans, vous avez envie d'en être où? Et je vais donner cette citation que j'adore de Margaret Mead qui dit « I measure success in terms of the contribution an individual makes to her fellow human beings ». En français, ça voudrait dire « Je mesure la réussite en termes de la contribution qu'un individu apporte à d'autres êtres humains ». Une autre phrase que j'adore de Margaret Mead qui est vraiment incroyable, c'est... D'ailleurs, pour pas la paraphraser, je vais vous la chercher exactement la phrase. Margaret Mead, quote. J'adore cette phrase, c'est « Yes, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed,
Indeed, j'ai pas la reste de la phrase. Indeed, it is the only thing that ever has. Donc en gros, en français, ne doute jamais qu'un petit groupe d'individus, alors c'est pas exactement ça la traduction, bien pensants, on va dire, un petit groupe d'individus qui réfléchit, de citoyens engagés, peuvent changer le monde. En réalité, ça a toujours été comme ça que ça se passe. Alors désolé pour la traduction bancale, mais je vais la refaire. Ne doute jamais qu'un petit groupe d'individus engagés, de citoyens, peuvent changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui a été le cas. Oui, c'est toujours un petit groupe d'individus qui se dépassent et qui apportent de l'énergie aux autres et qui sont acteurs qui changent le monde. Cool, je vois Je vois Mathilde, j'ai créé mon entreprise qui marche super bien. J'ai acheté un appartement. Des personnes qui disent j'ai pu te parler. J'ai eu une ouverture de cœur. Des personnes qui ont développé des thérapies pour les autres. Je vais m'impliquer dans l'égalité femmes-hommes parce que c'est crucial, génial. Des personnes qui veulent se mettre dans le coaching. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus dans mon école parce que vraiment, d'ailleurs, je me disais ça ce matin. Je me disais, je suis tellement heureux pour les personnes qui ont choisi mon école de coaching. Et je vais dire ça de manière humble et centrée. Ce qu'on a créé dans l'école de coaching n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'entraînement qui n'a rien à voir avec ce que tu peux voir ailleurs où tu as juste de l'absorption du contenu. Et c'est une école qui dure sur 2 ans. Et c'est une école où je l'ai fait pratiquer parce que c'est la seule chose auquel je crois. Et je me disais, ils ont vraiment de la chance parce qu'il va y avoir un paquet de coachs qui vont être en situation difficile parce qu'ils ne sont pas assez bons. Et je me disais, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour sortir du lot dans cette phase-là. Et je le disais quand je présentais l'école, je pense qu'il va y avoir un boom du coaching dans les mois qui viennent, pour ceux qui sont bons en tout cas, parce que le besoin en accompagnement, il va exploser. Alors je vois des personnes qui veulent contribuer à l'écologie, des personnes c'est plus par rapport à leurs relations, j'ai vu des personnes par rapport aux animaux. Ok, alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ouais, si, petite phrase, j'en reparlerai, mais j'adore cette citation de Andy Grove, qui était le CEO d'Intel. Donc Intel, c'est une société qui vend des processeurs informatiques qui sont dans vos ordinateurs pour la plupart, en tout cas au moins 50% d'entre nous. Et il dit « Bad companies are destroyed by crisis. Good companies survive them. Great companies are improved by them. » En français, les mauvaises entreprises sont détruites par les crises, les bonnes entreprises survivent et les entreprises extraordinaires sont améliorées par elles. Alors bien sûr, c'est une citation, elle est polarisante, elle n'est pas complètement exacte, mais ce qu'il y a d'intéressant pour tout le monde et même à l'échelle d'individus, c'est qu'en période de crise, et c'est valable dans une crise comme celle-ci, mais c'est valable aussi par une crise relationnelle, un divorce ou quoi que ce soit, c'est que face aux crises, tu as le choix d'être détruit, de survivre ou d'en ressortir grandi. Et ressortir grandi, j'insiste encore une fois pour des personnes qui pensent que je banalise la situation actuelle, je la banalise pas du tout. Ça veut dire, avec la situation réelle, qu'est-ce que j'en apprends? Comment je développe des compétences? Qu'est-ce que je fais que je faisais pas d'habitude? Comment j'apprends à devenir meilleur dans ce que je fais? Comment j'apprends aussi à devenir plus humble? Parce qu'une période comme ça, elle te rend humble, professionnellement d'ailleurs. Elle te rend humble parce que tu te rends compte qu'à tout moment, tu peux perdre ce que tu as. Elle te rend humble aussi avec les relations que tu as parce que tu te rends compte de la fragilité de la vie. Et ça te permet d'avoir plus d'amour pour tes proches en te disant, voilà, à tout moment, ils peuvent disparaître. Je vais quand même plus les apprécier. Ça te permet d'être humble aussi par rapport à quand des fois tu te plains par rapport à ta vie, de te dire, non, mais en fait, ma vie, elle va très, très bien, en fait. Et je vais clôturer là ce live peut-être en prenant une ou deux questions, mais avant ça, juste pour nous mettre de la perspective, beaucoup d'entre vous et moi-même, on est dans des pays occidentaux avec des soins médicaux d'Occident. Et j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est du Bénin. Et là, on faisait une réunion collective dans toute l'équipe.
et chacun partageait, je prenais le temps d'écouter chaque personne de mon équipe sur qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'ils vivent. C'est important pour moi d'être à leur contact et d'être dans la communication avec eux. Et donc chacun a parlé et je vais pas donner son prénom, je vais l'appeler Henri du Bénin. Et donc Henri du Bénin, il partage qu'il est très inquiet pour sa fille et pour sa femme. Et donc il a, on va dire 30 ans, donc sa femme elle a vers les 30 ans et sa fille c'est un bébé. Et vu qu'on avait un timing court et qu'on posait pas de questions, c'est-à-dire qu'on laissait chacun s'exprimer mais on rentrait pas dans la question de qu'est-ce que tu veux dire, sur le coup je me suis dit ben, peut-être qu'il est pas au courant du fait que pour les enfants et pour les personnes, on va dire, qui sont jeunes et qui sont en bonne santé, il y a peu de risques. Et il m'a dit ce truc que j'ai trouvé vraiment prenant, touchant et qui met les choses en perspective. Il m'a dit, mais en fait, j'ai pas peur du coronavirus, moi. J'ai peur que si ma fille ou ma femme prend le coronavirus, elle va être envoyée à l'hôpital et les conditions des hôpitaux au Bénin sont telles que ce qui me fait peur, c'est pas qu'elle meurt du coronavirus, c'est qu'elle meurt d'une maladie qui lui a été transmise dans l'hôpital parce que les conditions de santé sont pas du tout les mêmes que dans vos pays. Et là, quand tu te dis ça et t'entends ça, ça permet quand même de mettre les choses en perspective et te dire non pas que la situation n'est pas grave du tout en France, mais ça permet de se rendre compte quand même que, encore une fois, on a souvent tendance à focaliser sur le problème que nous on a sans regarder la big picture et de se rendre compte que dans l'histoire de l'humanité, ben voilà, c'est pas nouveau que l'humanité fait face à des difficultés. Et il y a, pareil, je voyais dans un médecin qui disait, on parle beaucoup du coronavirus, mais on parle plus de, il y a toujours autant de morts du cancer, il y a toujours autant de morts de plein de maladies. Et donc il ne s'agit pas, encore une fois, de banaliser, mais mettre les choses en perspective pour prendre du recul. Et c'est ce qu'il a fait en une phrase avec moi déjà, de me dire, ah, putain, moi je vais à l'hôpital, j'ai pas le même hôpital que lui, et c'était pertinent en fait ce qu'il disait. Donc je vais prendre, allez, une question ou deux. J'ai fait un live beaucoup plus long, encore une fois, je vous le redis, j'aime pas insister comme ça, mais c'est malheureusement l'algorithme, il fonctionne comme ça. Si ça vous parle, et je vous ai vraiment tout donné avec le cœur, je voulais faire que 10 minutes à la base, hein. Mettez un maximum de j'aime, un maximum de j'adore. Dans les minutes qui suivent, on va mettre le lien du groupe On avance ensemble et mettez toutes vos idées dans le groupe. Mettez tout ce qui vous vient et surtout entraidez-vous dans le groupe. Et moi, je vais voir avec mes coachs et les Titanium aussi comment on peut faire pour s'entraider. Ça, on va vous le donner, mais allez-y maintenant. Mettez-moi les questions que vous posez. J'essaye d'en choisir une parmi toutes. Et d'ailleurs, en attendant, mettez-moi si ça vous a apporté, si vous avez aimé ce live, encore une fois, hein, je le fais si ça vous apporte, si vous y voyez pas de plus-value par rapport à toutes les autres vidéos qu'on donne déjà gratuitement tous les jours. Et je sais pas d'ailleurs si vous le réalisez, le nombre de personnes en interne dans mes équipes qui se dépassent depuis des semaines et des mois pour améliorer la qualité. Donc voilà, dites-moi si ça vous a apporté, si c'est un complément qui vous apporte en plus de tout ce qu'on fait déjà sur YouTube. Pour que je sache si c'est intéressant que je refasse d'autres lives comme ça, parce que voilà, je vous l'ai pas dit parce que je vous ai pas beaucoup parlé de moi, mais vous imaginez même pas le nombre de choses que j'ai à gérer en ce moment. On a des événements qui sont annulés, il y a plein de choses à gérer en plus de ma vie d'être humain qui est face à cette crise sanitaire. Mais voilà, j'ai en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise plein de choses, là c'est explosif, donc prendre ces 1h30 de temps plus toute la préparation que j'ai eu pour ce live, en tant qu'entrepreneur, c'est un gros choix. C'est même énorme. Je prends pas ce temps-là d'habitude. Et voilà, dites-moi si ça vous apporte, encore une fois, hein, moi, ça me permet de prendre ma décision et comme je vous disais, de démarrer ma journée en me disant c'est quoi le one thing de ma journée, c'est quoi qui est prioritaire, c'est quoi qui est essentiel. Et voilà, si c'est essentiel que je sois présent avec des lives, hein, j'en ferai plus souvent. Ok, allez, mettez-moi. En tout cas, je vous remercie. Je vois plein de personnes qui mettent merci.
Tiens, il y a une super question. Clara qui demande comment reconnaître les opportunités et prendre la décision de changer sa vie. Alors, je vais prendre surtout la première phrase. Comment reconnaître les opportunités? Déjà, pour arriver à reconnaître les opportunités, ça demande que tous individuellement, là, et on va le faire ensemble. On va faire des défis ensemble, des défis sportifs, des défis financiers. Dans ce qu'on va se créer, on est en train aussi de réfléchir à un groupe, à un projet qui me tient à cœur depuis des années, qui s'appelle Insight Project, qui va être vraiment accessible pour tout le monde aussi, où on va rentrer dans le détail sur la partie financière. Je suis vraiment en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là pour servir le plus de personnes possible. La clé là en ce moment, c'est de revenir sur vos objectifs individuels. C'est-à-dire que je vous invite à consacrer 20% de votre temps au danger qui est proche. J'exclus si vous-même vous êtes concerné par le coronavirus, vous tombez malade, là dans ce cas-là, passez à 100% là-dessus. Ou si vous avez un proche qui est concerné par ça et qui est gravement malade. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas gravement malade et vous n'avez pas un proche gravement malade, je vous invite à ne pas consacrer plus de 20% de votre temps sur le coronavirus en tant que tel. Et avoir 80% de votre temps consacré sur 1. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans les mois, années qui viennent? Deuxième chose, avoir une vraie réflexion autour de quelles vont être les menaces économiques dans le monde. C'est-à-dire, quels sont les emplois qui vont le plus souffrir et aussi quels vont être les besoins qu'ils vont avoir professionnellement. C'est-à-dire, si vous êtes salarié, demandez-vous, demain, une entreprise doit licencier 1000 salariés, elle va devoir choisir. Mettez-vous à la place du groupe de direction. Mettez-vous à la place du groupe de direction et demandez-vous à leur place comment vous seriez amené à choisir les personnes à licencier. Et essayez de vous demander comment sortir du lot. Ayez des réflexions à 2, à 3 en brainstorming sur quelles sont les menaces qui arrivent, quels sont les emplois qui vont le plus souffrir, quelles sont les compétences qui vont être surévaluées dans le futur. D'accord? Quelles sont les compétences que les entreprises vont avoir besoin dans votre secteur d'activité? Quels sont les besoins qu'ils vont avoir au niveau sanitaire? Quels sont les besoins qu'ils vont avoir au niveau mondial? Quelles sont les peurs qu'il va avoir? Essayez d'avoir une lecture sur comment servir le monde, comment je vais pouvoir rendre service autour de moi. Ça, c'est une autre question. Ensuite, le meilleur moyen de détecter les opportunités, je vais vous parler de l'histoire de Airbnb. Airbnb, ils ont beaucoup galéré à exploser. C'est-à-dire que pendant plusieurs années au début, ils n'arrivaient pas à trouver. Tout le monde leur disait jamais ça marchera. Le fait de proposer à des gens de dormir chez soi. À l'époque, les gens trouvaient ça dangereux de dormir chez des inconnus. Et ils ont vraiment galéré à réussir jusqu'à ce que Y Combinator, qui est un incubateur de start-up, leur dise le problème que vous avez, c'est que vous ne comprenez pas assez les gens. Et donc, ils ont dit, OK, où est-ce que vous avez le plus de clients? Et là, ils disent, on a quelques clients à New York. Ils disent, OK, vous allez déménager à New York. Donc, j'insiste, c'est pas anodin. Hein. Vous allez déménager à New York. Et à New York, vous allez passer du temps avec vos clients en leur demandant qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui se joue? Comment vous vivez la situation actuelle? Et en passant du temps à écouter vos clients, vous allez entendre deux choses. Vous allez comprendre déjà ce qui pose problème dans votre produit. Vous allez aussi entendre ce qui est génial dans d'autres produits. Et vous allez aussi entendre, les besoins qu'ils ont auxquels vous n'avez jamais pensé. Et cette phase où ils ont été extrêmement à l'écoute de leurs clients fait qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, leurs clients, ils n'étaient pas à l'aise à prendre des photos à l'époque. Et à l'époque, les gens n'avaient pas de smartphone pour prendre des photos. Et donc, prendre les photos de leur appartement, ils ne savaient pas faire, ou c'était compliqué techniquement, ou alors ils ne mettaient pas en valeur leur appartement. Et donc, pour trouver des opportunités aujourd'hui, que ce soit des opportunités humaines, on va dire, de type contribution, et donc à but non lucratif, ou des opportunités économiques de travail, que ce soit entrepreneurial ou salarial, parce que c'est la même manière de réfléchir, la clé, c'est d'ouvrir son cœur. La clé, c'est d'ouvrir ses oreilles. La clé, c'est de poser des questions. La clé, c'est de s'oublier, en fait. Et la clé, c'est de dire qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Comment ça se passe?
Parce que plus tu écoutes les gens, plus tu es concerné par leurs problèmes, plus en tant qu'être humain, on a envie de résoudre le problème des gens. Et donc, voilà, je vais conclure là-dessus. Je pense que la première chose que tu dois faire, identifier qui t'as envie de servir. C'est quoi les gens que tu as envie de servir? Les gens... Parce qu'on aime tout le monde en soi, au fond de notre cœur. Mais il y a des gens qui... Ça nous touche plus que d'autres. Peut-être que tu aimes plus les sportifs, les vétérinaires, les entreprises de technologie, les associations à but non lucratif. Qui t'as envie de servir? Moi, par exemple, voilà, depuis 2 ans, je me suis rendu compte que j'ai envie de servir les gens ambitieux. C'est-à-dire que j'en ai marre d'aider les gens qui se bougent pas les fesses. Donc, je mets beaucoup plus de valeur. D'ailleurs, salut Renaud, je vois que tu es là. Qui dit, voilà, créer une communauté d'entrepreneurs avec des meetings réguliers, virtuels bien sûr. Ça tombe bien, j'arrive avec une autre bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs qui sont là. Je vais créer sensiblement la même chose, mais pour entrepreneurs. Donc, mettez-moi les entrepreneurs qui sont là en chat. Qui est entrepreneur parmi vous? On va créer quelque chose spécial entrepreneur. Mais là, pour l'instant, je m'adresse aux êtres humains en général, parce que ce que je vous partage, ça s'applique à tout le monde. Donc, identifier qui tu veux servir. Moi, je me suis rendu compte, j'ai envie de servir les gens qui n'ont pas envie de juste lire des livres ou regarder des vidéos, mais qui ont envie de se bouger les fesses. Salut Benjamin, au fait. On a un sportif de haut niveau avec nous. La deuxième chose, une fois que tu as identifié qui tu as envie de servir, identifier qui, ça peut être les animaux aussi, hein. Quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations et quels sont leurs désirs. Si c'est les animaux, t'arrêtes pas là, demande-toi quel être humain est en contact des animaux. Parce qu'il faut que tu aies une personne. C'est quoi leurs problèmes? Et passe du temps à discuter avec eux. C'est quoi leurs problèmes? 3, dans les problèmes qu'ils rencontrent, choisis-en un qui a du sens pour toi, un où tu es prêt à investir du temps. Et l'idée, c'est d'arrêter de courir dans toutes les directions, d'arrêter de vouloir faire de l'argent rapide, d'arrêter de vouloir faire des petits produits pourris et de les vendre super cher à des gens qu'on n'a pas besoin. L'idée, c'est de mettre son âme, son cœur et des heures de travail et capitaliser sur les heures de travail que tu as déjà fait pour résoudre des problèmes. Parce que notre mission d'être humain, c'est ça, c'est résoudre les problèmes d'autres êtres humains. Quand tu résous les problèmes d'autres êtres humains, tu veux le secret du bonheur. Le meilleur moyen d'être heureux va résoudre le problème d'autres personnes. Tu veux le secret de gagner plein d'argent? Résous le problème d'autres personnes. Tu veux le secret d'avoir une équipe, je parle en tant qu'entrepreneur, de tueurs, une équipe qui avance? Mets-toi à leur service. Tu vois, la question qui m'obsède en tant qu'entrepreneur avec mes équipes là depuis plusieurs jours, c'est pas moi. Ce qui m'obsède, c'est comment je suis disponible pour mes équipes, comment je les aide, comment je leur rends service. Tu vois, j'ai pris du temps pour une personne de mon équipe pour l'aider parce qu'il était stressé par rapport au coronavirus. Je suis allé plus loin que mon rôle de patron. Ta vie, elle change quand tu te mets au service des autres êtres humains. 4. Ah oui, et j'insiste avant de passer au 4. Il y a plein de gens dans le développement personnel qui disent « Ah oui, moi j'ai envie de servir ». Mais quand je parle de gens ambitieux, il faut arrêter de dire « Je veux changer le monde ». C'est bien de vouloir changer le monde. Va changer le putain de monde. Et pour changer le putain de monde, ça commence de changer le petit monde. Il faut arrêter de se lever le matin et dire « Je veux changer la planète ». C'est top. C'est top comme rêve. Mais là, il faut devenir concret. Je vais aider mon ami vétérinaire parce que j'ai des talents graphistes et il galère graphiquement. Là, par exemple... tout à l'heure, je me suis dit, je vais aider cette association à but non lucratif parce que moi, j'ai un réseau de coachs et je peux mettre en contact mon réseau de coachs avec cette association qui aide des enfants. Je ne sais pas si on va le faire avec cette association, mais voilà, j'ai envie de prendre le leadership, d'embarquer mes coachs avec moi et qu'on aille en Afrique vivre une action humanitaire pour impacter des jeunes et pour impacter des enfants. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, mais je me dis que quoi de mieux que de le faire en période de crise? Parce qu'en période de crise, tu as tendance à penser qu'à ton cul. Et justement, pour sortir de la crise, il faut arrêter de penser à ton cul. Il faut regarder autour de toi et il faut te demander qui tu peux servir. Donc, choisis un problème que tu peux résoudre. 4. Développe les compétences et le réseau nécessaires de manière obsessionnelle pour résoudre ce problème. Pour changer la vie de ces personnes-là. Je vois des gens, ils veulent faire plein d'argent en 3 mois. Développe les compétences. Deviens indispensable pour ces personnes-là. Deviens incontournable. Fais en sorte
que tu changes des vies et ensuite on parlera de gagner de l'argent. 5. Fais tout pour le résoudre et teste dans la vraie vie, j'insiste. 6. Demande du feedback. Demande du feedback à ton employeur. Demande du feedback à tes collègues. Demande du feedback à tes clients. Demande du feedback à tes amis. Parce que notre ego, il nous empêche d'écouter les critiques négatives. On a envie d'entendre « Bravo David, c'est super, c'est génial ». S'il y a bien un moment où c'est important d'être à l'écoute de là où t'es nul, c'est maintenant. Parce que là, hier, j'ai regardé des études scientifiques sur les sportifs de haut niveau. Il y a une corrélation entre la capacité qu'a un sportif à vouloir voir là où il est incompétent et sa performance. Je m'explique. La plupart des gens, ils veulent entendre, et moi j'ai été pendant des années comme ça, qu'on soit d'accord, je critique pas. Hein. J'avais envie qu'on me valorise, qu'on m'applaudisse, qu'on dise bravo David. Et donc la plupart des gens, on a envie d'entendre c'est super ce que tu fais. Et moi j'étais addict comme ça, je voulais que les gens mettent des likes sur mes vidéos. Et je regardais, je rafraîchissais mes vidéos pour voir mes likes tout le temps. Et j'étais une victime du regard des autres. Et c'était douloureux ce truc-là, d'être tout le temps à vouloir qu'on m'aime. Et à vouloir tellement qu'on m'aime, eh ben je demandais pas du feedback. Et en fait, je ne me rendais pas compte de mes problèmes d'articulation, ou les endroits où j'avais à progresser, ou les endroits dans mon raisonnement qui n'étaient pas bons. Et du coup, j'enseignais des trucs comme la pensée positive ou la loi d'attraction qui sont intéressantes en soi, mais je les enseignais avec plein de biais scientifiques, avec plein d'erreurs de raisonnement, avec plein de jugements. Et en osant aller voir, comme dirait Dalio, des gens brillants et pas d'accord avec moi et qui m'ont dit « David, bravo pour ce que tu fais, mais là je suis pas d'accord, là je suis pas d'accord, là c'est pas complet, là c'est pas intéressant, là il y a une étude scientifique qui te contredit, David articule plus, David fait plus telle chose ». Mon ego, il a décédé à peu près 1000 fois depuis les 10 dernières années, mais ça m'a obligé à mourir et renaître. Et dans les périodes de crise, c'est important de mourir et renaître. Et pour mourir et renaître, tu as besoin de feedback. Feedback. Demande à tes proches où est-ce que tu es nul. Et quand ils te le disent, ne les attaque pas. Ne te justifie pas. Et rappelle-toi, ils n'ont pas forcément raison. Ils ont juste une partie de la vérité. Et donc la question n'est pas est-ce que je veux me sentir bien avec des gens qui me valorisent parce que c'est la crise, je veux encore plus me sentir bien. Mais non, je me connecte à ma vision. Je veux impacter le monde. Je veux transformer des vies. Je veux avoir un business qui cartonne. Je veux avoir des finances qui augmentent. Je veux avoir le corps que j'ai envie. Et donc justement, j'ai envie qu'on me dise où je suis une merde. Et je vais célébrer de regarder en face. Je suis nul. 7. Quand tu as compris où est-ce que tu étais incompétent, fais en sorte de t'améliorer de manière pragmatique. Ce qu'on va faire ensemble dans le groupe, on avance ensemble. Mais ce qu'on va faire encore de manière plus avancée avec les personnes de l'Inside Project. Donc ça va être un groupe privé de personnes encore plus réduit, qui ont un niveau d'ambition plus élevé et dont la norme c'est de passer à l'action. On avance ensemble, ça sera ouvert à tout le monde. Inside Project, ça sera ouvert aux gens qui n'ont pas juste envie de se plaindre, mais qui ont envie de transformer leur vie, avoir un impact dans la vie de leur famille, avoir un impact dans le monde. Parce que c'est le moment. Tu vois, j'ai fini ma conversation avec mon équipe en disant, là, la conversation pour moi-même, elle n'est pas autour de est-ce que moi, je vais survivre financièrement. Je sais que je vais survivre financièrement parce que j'ai plein de compétences. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est même pas sur est-ce que mon entreprise va survivre. Mon entreprise va survivre. La question, là, pour moi, c'est que j'ai envie que notre entreprise, elle explose. Mais même pas pour moi. J'ai envie qu'elle explose parce que j'ai envie que mon entreprise fasse partie des entreprises qui envoient un signal à tous les entrepreneurs qui me côtoient qu'en période de crise, on peut ressortir grandi. Et ça me donne une putain d'énergie, beaucoup plus que me sécuriser. Envoyer le signal que dans la difficulté, on peut ressortir grandi. Et pourquoi ça me donne autant d'énergie? Parce que c'est mon message le plus important dans ma vie. Donc, améliore ce que tu fais. Si tu es un monteur vidéo, deviens meilleur. Si tu es artiste, progresse dans ton art. Si tu es thérapeute, écoute tes clients, filme-toi, remets-toi en question, regarde-toi. Si tu es orateur, enregistre tes conférences et débriefe-toi.
Si tu as besoin d'améliorer ta capacité réseau, enregistre-toi et réécoute-toi. 8. Parle de ce que tu ressens et de ce que tu vis et montre aux gens ce que tu peux faire pour eux. C'est pas seulement de bosser dans ton coin, montre à ton patron la valeur que tu peux lui apporter. Parle au monde de la valeur que tu peux leur donner. Parle, parce que si tu es très bon, mais que personne n'est au courant, les gens ils pourront pas venir vers toi. Va voir ton patron et dis-lui comment tu peux transformer son business, son organisation. Et en transformant son business, tu transformes ta vie. Et je peux te garantir, si tu as un patron intelligent, tu vas changer ta vie. Vraiment. 9. Et je vais terminer là-dessus. Apprends à en parler d'une manière qui fait écho avec les gens à qui tu veux parler. Moi, je veux m'adresser aux gens ambitieux. Et donc, les gens ambitieux, ils ont besoin d'éléments scientifiques. Ils ont besoin de pragmatiques. Ils ont besoin qu'on avance dans l'énergie. Ils ont besoin d'indicateurs, d'outils de mesure. Ils ont besoin qu'on avance. Et donc, mon vocabulaire, si je veux toucher des gens ambitieux, il s'est adapté. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'amène beaucoup d'éléments scientifiques. J'amène des éléments concrets. C'est pour ça que je me mets au contact de sportifs de haut niveau parce que je veux aider des gens qui veulent pas juste parler de leurs rêves. Mais je veux aider des gens qui se connectent aux plus grands rêves qui sommeillent en eux-mêmes et qui se donnent les moyens de réaliser leurs rêves et qui se donnent les moyens d'être plus heureux et qui se donnent les moyens d'avoir un impact dans le monde. Et je vais terminer sur ma 10e chose qui est, en fait, fais de ton mieux. Fais juste de ton mieux. Il n'y a pas besoin de réussir. Et je vais faire des erreurs, tu vas faire des erreurs, on va faire des erreurs. La seule compétition saine, c'est avec toi-même. Essaye juste de faire de ton mieux. Te compare pas à qui que ce soit. Te compare pas à Newton. Te compare pas à Einstein, à Mandela. Inspire-toi d'eux, appuie-toi sur eux, mais fais de ton mieux. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire des erreurs. Je vais faire des essais. Mais la seule chose qui compte, c'est de revenir le plus vite possible dans la partie. Le chronomètre est en route. Combien de temps je mets à me recentrer? Le chronomètre est en route. Combien de temps je mets pour servir les autres? La clé, c'est ça. Servir les autres. Et servir, c'est pas que au niveau contribution à but non lucratif. Servir, c'est aussi proposer c'est aussi proposer, par exemple, un service qui répond à un besoin très spécifique du moment. Voilà, c'est te mettre au service. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'argent, alors que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'amour. C'est un jeu de service. En tout cas, sur le long terme. Je pense que les business qui fleurissent et dont tu es fier, c'est des business qui transforment des vies et changent des organisations. Je vous kiffe. J'ai explosé mon timing, mais je suis très heureux de l'avoir fait. On a passé les 2040 commentaires. C'est incroyable. Si ça vous a apporté, si vous avez vu ne serait-ce qu'une seule partie, réécoutez-le. Plein de pépites dans ce live. S'il y a des personnes qui sont du personnel de santé, je vous remercie déjà moi à titre personnel parce que j'aurais pas le courage en fait de faire ce que vous faites. Je suis très courageux pour plein d'aspects, mais s'il y a bien un endroit où je suis une poule mouillée, c'est pour au niveau du côté médical. Donc merci. Les infirmiers, infirmières, toutes les personnes qui sont mobilisées, il y a même de l'armée qui est mobilisée. Merci d'être au service de l'humanité. Merci du fond du cœur. Moi, je fais ma part avec mes talents et c'est que le début parce que j'ai vraiment faim. Je vais vous apporter plus que j'ai jamais apporté. Je vais mobiliser, s'ils le veulent, les coachs. Je vois qu'il y a Frédéric qui est là. Et voilà, on va faire des trucs grands. Et moi, ma vision, c'est simple. Je veux que dans 5 ans, on se souvienne de ce moment-là comme étant une des expériences où on avance ensemble. La phrase que je répète dans toutes mes vidéos, elle a pris plus de sens qu'elle n'en a jamais pris. Voilà, je vous aime. Je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous. J'espère vraiment que votre famille, ça va bien se passer pour vous. Mais rappelez-vous que même dans les moments plus sombres, il y a toujours une lumière quelque part et il y a toujours moyen d'en faire quelque chose pour soi ou pour les autres. On avance ensemble, on passe à l'action, on fait de notre mieux et c'est parti. Partagez en tout cas si ça vous a plu et remettez un maximum de j'aime et j'adore. Voilà, je souhaite que plein de personnes puissent être servies par ce live. Voilà.
Voilà, je vous kiffe. Surveillez bien, on annonce le groupe Facebook très très prochainement. Et sachez que toute l'équipe est mobilisée pour vous servir. Alors encore une fois, on fait de notre mieux, hein, parce on reçoit plus de demandes en ce moment. Donc voilà. Et d'ailleurs, on va bientôt revenir, je pense, parce qu'on va avoir besoin de recruter dans les certainement jours, semaines qui viennent. Donc si vous avez envie de rejoindre une équipe de gens ambitieux, si vous êtes prêts à travailler dur, si vous êtes prêts à travailler depuis chez vous et de manière autonome, surveillez, parce que je pense qu'on va faire aussi des propositions d'emploi ou de freelance. Parce que par rapport à ce qu'on a envie de créer avec l'équipe pour vous servir, on va avoir besoin d'aide. Allez, on avance ensemble et on passe à l'action. Regardez ce live et appliquez-le. Je veux aider des gens qui sont inarrêtables, des gens qui sont ambitieux et des gens qui passent vraiment à l'action. Pas juste qu'en parlent, des gens qui se bougent les fesses. Allez, une dernière fois. Je vous aime.